Bonsoir et bienvenue, chers explorateurs du temps. Imaginez un instant. Vous vous tenez sur la rive d'un fleuve puissant, le Nil, son eau trouble reflétant un soleil impitoyable qui darde ses rayons sur un ciel d'un bleu immaculé. Le vent, chaud et sec, soulève des volutes de poussière ocre, picotant votre peau déjà moite. L'air vibre d'un mélange étrange. L'odeur âcre de la sueur des hommes et des bêtes, la douceur entêtante des fleurs de lotus, et le relent métallique du cuivre frappé. Nous allons explorer les raisons pour lesquelles vos chances de survie auraient été infimes, depuis les premiers balbutiements d'une société sur les rives du Nil jusqu'à son chant du cygne. Attachez-vous, car ce voyage sera long, parfois inconfortable, mais toujours éclairant. Oubliez les images d'Épinal et préparez-vous à une immersion complète. Commençons ce voyage à travers les sables du temps. Avant même l'éclat des pharaons et la construction des pyramides, avant même l'idée d'une Égypte unifiée, il y avait le Nil. Un serpent bleu-vert se frayant un chemin à travers un désert implacable. C'est ici, sur les rives de ce fleuve divin, que tout a commencé. La géographie n'était pas un décor, elle était le destin. D'un côté, le pays noir, le Kémet, la bande fertile de terre nourrie par les inondations annuelles du fleuve, riche et propice à la vie. De l'autre, le pays rouge, le décheret, le désert impitoyable, s'étendant à perte de vue, abri de bêtes sauvages et de tribus nomades hostiles. Auriez-vous survécu même à l'époque prédynastique, lorsque les premiers groupes humains ont commencé à s'installer sur ces rives? Les dangers étaient partout. La chaleur, omniprésente, écrasante, vous aurait frappé au plus profond. Le soleil, un marteau de feu, aurait asséché vos entrailles, et la moindre coupure, la plus petite égratignure, aurait pu se transformer en infection mortelle en l'absence de tout antiseptique moderne. La vie était rythmée par le cycle du Nil, un dieu capricieux. Son inondation annuelle, El Haquet, était à la fois une bénédiction et une menace. Elle apportait le limon fertile, essentiel à l'agriculture, mais elle pouvait aussi déborder avec une violence inouïe, emportant maisons, récoltes et vies. Puis venait la saison de la croissance, le Péret, quand la terre gorgée d'eau donnait naissance à l'orge et au blé. Enfin, la saison de la sécheresse, le Chému, mettait à l'épreuve la résilience de chacun. Où les réserves diminuaient et l'eau devenait une denrée précieuse. Survivre, c'était comprendre ces cycles, les respecter et les craindre. Les premières communautés étaient isolées, de petits villages qui se battaient pour la suprématie sur une parcelle de terre. La violence était endémique. Les conflits pour les ressources, pour l'accès à l'eau, pour le contrôle des routes commerciales primitives, étaient constants. Imaginez le son des cris de guerre résonnant à travers la vallée, le crépitement du feu dévorant une hutte, l'odeur de la fumée et du sang. Dans ce chaos primordial, un homme, ou plutôt, l'idée d'un homme providentiel, a émergé. On le connaît sous le nom de Narmé, ou parfois Ménès. Il est le point de fusion entre le mythe et la réalité, le héros fondateur qui aurait unifié les terres d'Égypte, hautes et basses, sous une seule couronne. Narmé était un stratège, un guerrier, mais surtout un visionnaire. Il a compris que l'ordre était la seule voie vers la prospérité dans cette terre d'extrême. Son règne est le premier témoignage de l'incarnation du concept de Ma'at, l'ordre cosmique et social, l'équilibre et la justice, qui allait imprégner toute la pensée égyptienne. Mais même cet ordre a été forgé dans le feu et le sang. La fameuse palette de Narmé le représente frappant un ennemi du Nord, un acte de violence nécessaire pour cimenter l'unité. Sa motivation était claire, dompter le chaos, unifier les peuples, établir une autorité divine pour assurer la pérennité de la civilisation. Sans lui, l'Égypte aurait pu rester une collection de principautés en guerre, et votre survie y aurait été encore plus improbable. Mais une fois l'Égypte unifiée, les défis n'ont fait que se transformer. La vie des premiers Égyptiens, même sous la protection d'un pharaon, restait d'une brutalité inimaginable pour nous. Les habitations étaient faites de briques de terre crue, offrant peu de protection contre les tempêtes de sable qui pouvaient obscurcir le soleil pendant des jours, remplissant vos poumons de poussière, brûlant vos yeux. L'alimentation reposait principalement sur l'orge et le blé, transformés en pain et en bière, la boisson de base pour tous, y compris les enfants, car l'eau était souvent contaminée. Imaginez le goût âpre de ce pain sans levain, la sensation granuleuse de la bière épaisse, souvent cause de calculs rénaux. Les maladies étaient monnaie courante et sans traitement. La dysenterie, la bilharziose due à l'eau du Nil, les infections dentaires, la tuberculose. Un simple rhume pouvait dégénérer en pneumonie fatale. La société était une pyramide rigide. Au sommet, le pharaon, un dieu vivant, garant de la Ma'at. Sous lui, les prêtres, les nobles, les scribes, et une vaste armée d'administrateurs. Tout en bas, l'immense majorité, les paysans, les artisans, les ouvriers. Vous, un étranger sans compétences spécifiques dans ce monde ancien, sans famille pour vous soutenir, sans argent pour acheter votre survie,
auriez été relégué au plus bas de cette pyramide, ou pire, vous auriez été un vagabond sans statut, une cible facile pour les brigands ou les maladies. L'Ancien Empire, l'ère des pyramides, incarne cette majesté écrasante. C'est l'époque où des hommes comme Imhotep ont émergé. Imhotep n'était pas un pharaon, mais un homme d'une intelligence rare, un vizir, un grand prêtre, un architecte, un médecin, et un scribe. Il est l'homme derrière la première pyramide, la pyramide à degrés de Djosé, un monument révolutionnaire qui a transformé la mastaba traditionnelle en un escalier vers les étoiles. Sa vie est un témoignage de la capacité égyptienne à innover, à organiser, à défier les limites. Sa motivation ? Servir son pharaon, bien sûr, mais aussi repousser les frontières de la connaissance, défier la mort par l'architecture. Imhotep a laissé une empreinte si profonde qu'il a été divinisé des siècles après sa mort, devenu le dieu de la médecine et de la sagesse. Pour un homme de l'époque, il représentait l'apogée de ce que l'ingéniosité humaine pouvait accomplir. Pourtant, la construction de ces monuments colossaux, qui nous fascinent encore aujourd'hui, a un coût humain immense. Ce n'était pas l'œuvre d'esclaves enchaînés par milliers, comme le veut une fausse idée tenace, mais principalement de paysans réquisitionnés pendant la saison de l'inondation, quand les champs étaient impraticables, ainsi que d'artisans qualifiés et d'ouvriers permanents. Mais ne vous y trompez pas, leurs conditions de travail étaient épouvantables. Pensez au labeur physique, les pierres pesant plusieurs tonnes, tirées sur des rampes par la seule force musculaire, sous un soleil de plomb. Le toucher rugueux des cordes de chanvre brûlant les mains, le son assourdissant des marteaux de pierre sur la roche, les cris des contremaîtres. Les accidents étaient fréquents et mortels, chutes, écrasements, blessures par les outils rudimentaires. La poussière de pierre remplissait les poumons, l'eau était rationnée. Imaginez ces milliers d'hommes, le corps endolori, se nourrissant d'une maigre ration de pain, d'oignons et de bière, dormant dans des baraquements surpeuplés, infestés de rats et de parasites. Si vous aviez été l'un d'eux, vous auriez été une statistique, une vie éphémère au service d'un monument éternel, une petite partie du coût humain de la grandeur. Le temps s'est écoulé, porté par les crues du Nil. Les pharaons de l'Ancien Empire, comme Khéops, Képhren et Mykérino, ont continué à ériger des pyramides toujours plus grandes, toujours plus parfaites, transformant le plateau de Gizeh en un paysage lunaire de géants de pierre. Le pouvoir était alors centralisé, absolu, incarné par le pharaon. La société égyptienne avait trouvé un équilibre, une structure rigide mais fonctionnelle. La religion. Avec ses centaines de dieux et de rituels complexes, imprégnait chaque aspect de la vie, de la naissance à la mort. Les Égyptiens croyaient fermement en une vie après la mort, et toute leur civilisation était tournée vers la préparation de ce voyage éternel. Les corps étaient momifiés, les tombes remplies d'offrandes pour assurer le confort du défunt dans l'au-delà. Pourtant, même les plus grandes civilisations sont soumises au cycle d'ascension et de chute. La grandeur de l'Ancien Empire n'était pas éternelle. Les pharaons, dans leur quête de divinité, avaient trop délégué de pouvoir aux nomarques, les gouverneurs des provinces. Les vastes domaines funéraires exemptés de taxes, les offrandes au culte mortuaire, ont progressivement appauvri le trésor royal. L'autorité centrale a commencé à s'effriter lentement, comme un colosse de pierre rongé par le sable. Puis vint le premier période intermédiaire, une ère de chaos et de décentralisation. Le fleuve, jadis le cœur battant de l'Égypte, sembla se retourner contre elle. Les inondations devinrent erratiques, soit trop faibles, entraînant la famine et la mort des récoltes, soit trop violentes, détruisant tout sur leur passage. Le pouvoir pharaonique s'effondra, laissant place à une multitude de petits royaumes rivaux, luttant pour le contrôle de maigres ressources. Imaginez ce tableau, des villes pillées, des champs désertés, l'odeur persistante de la mort flottant dans l'air, le silence lourd des villages abandonnés. Les lois s'étaient évaporées, remplacées par la loi du plus fort. Les temples étaient profanés, les tombes royales pillées, le Ma'at, l'ordre divin, bafoué. Dans ce monde, la survie n'était plus seulement une question de force physique, mais de chance pure. La faim rongeait les entrailles, la soif desséchait la gorge, et la méfiance était le seul bouclier. Si vous aviez vécu à cette époque, vous auriez été une victime de cette désintégration sociale. Un individu insignifiant perdu dans la tourmente. Mais l'Égypte possédait une résilience extraordinaire. Après des siècles de divisions et de guerres civiles, un nouveau leader, Mentuhotep II, émergea de Thèbes, dans le sud. Il était le fer de lance de la Renaissance égyptienne, le fondateur du Moyen Empire. Mentuhotep II était un général aguerri, un stratège brillant, mais aussi un homme politique avisé. Il a passé des décennies à réunifier le pays, province après province, parfois par la force, parfois par la diplomatie et le mariage. Son règne a marqué un retour à l'ordre, mais avec une différence notable. Le pharaon n'était plus seulement un dieu lointain, il était aussi le berger de son peuple, plus soucieux de son bien-être.
C'était un homme qui a vu son royaume déchiré par le chaos et a fait le choix délibéré de le reconstruire, pierre par pierre, âme par âme. Il a rétabli les cultes, restauré les temples et initié une nouvelle ère de prospérité et de création artistique. Le Moyen Empire est souvent considéré comme l'âge d'or de la littérature égyptienne, avec des textes qui explorent la condition humaine, la morale et la sagesse. L'art devint plus réaliste, reflétant les préoccupations et les souffrances de l'homme ordinaire. Les frontières furent étendues vers le sud, en Nubie, pour le contrôle des précieuses mines d'or et de carrières de granit. Mais l'expansion avait un coût. La vie d'un soldat égyptien était semée d'embûches, des marches forcées sous le soleil brûlant, les attaques des scorpions et des serpents, la maladie plus mortelle que les flèches ennemies. Le bruit des tambours de guerre, l'odeur de la poussière soulevée par les armées en marche, la vue de la mort au combat, tout cela faisait partie du quotidien. Pourtant, la paix et la prospérité ne durèrent pas. L'Égypte, forte de ses richesses, devint une cible. Du nord-est, un peuple étranger, les Hyksos, fit son apparition. Leur nom signifie « chef des pays étrangers ». Ils n'étaient pas des barbares, ils étaient des innovateurs. Ils apportèrent avec eux de nouvelles technologies militaires, le char de guerre tiré par des chevaux, l'arc composite plus puissant, des épées en bronze plus efficaces. Les Égyptiens, enfermés dans leur tradition, n'étaient pas préparés à cette force nouvelle. Le deuxième période intermédiaire vit une partie de l'Égypte tomber sous la domination Hyksos. C'est une autre correction à une fausse idée tenace. L'Égypte n'a jamais été une civilisation totalement isolée et invulnérable. Elle a subi des invasions, des occupations, et a dû s'adapter. Pour les Égyptiens de l'époque, vivre sous la domination étrangère fut une humiliation, une rupture avec la Maat. Leurs dieux étaient bafoués, leurs coutumes moquées, et leurs ressources exploitées. Le goût de l'amertume et de la frustration aurait imprégné chaque jour. Le joug des Hyksos n'était pas destiné à durer. Les princes de Thèbes, toujours eux, se rebellèrent. Seqenenret-Taa, puis ses fils Kamosé et enfin Amosi Ier, menèrent une guerre de libération. C'est le début du Nouvel Empire, la période la plus glorieuse et la plus expansive de l'histoire égyptienne, mais aussi l'une des plus sanglantes. Après avoir chassé les Hyksos, les pharaons du Nouvel Empire comprirent qu'ils ne pouvaient plus se contenter de défendre leurs frontières. Ils devaient projeter leur puissance, créer une zone tampon, un empire. Thoutmôsis III, souvent surnommé le Napoléon de l'Égypte, incarne cette nouvelle ère de conquête. Son règne fut un tourbillon d'expéditions militaires, de victoires écrasantes et de butins ramenés en Égypte. C'était un stratège militaire hors pair, un homme qui menait ses armées au front, un roi guerrier. Sa motivation était la sécurité de l'Égypte, mais aussi la gloire personnelle et la richesse pour son pays. Ses campagnes s'étendirent jusqu'à l'Euphrate, faisant de l'Égypte une superpuissance du Proche-Orient. Le coût humain de cette grandeur fut énorme. Les soldats égyptiens, armés de lances à pointe de bronze, de boucliers de bois et de cuir, et de haches de guerre, devaient endurer des marches de centaines de kilomètres à travers des déserts arides et des montagnes inhospitalières. La soif, la faim, la chaleur et les embuscades étaient des dangers constants. Chaque bataille était un bain de sang, le son des chocs d'armes, le goût du sang dans la bouche, l'odeur de la peur et de la mort. Thoutmôsis III, malgré ses victoires, dut faire face à la réalité brutale de la guerre, aux pertes humaines, et aux blessures laissées dans les familles. Son héritage est celui d'un empire puissant, mais dont la puissance reposait sur le fer et le sang. Pourtant, le nouvel empire ne fut pas qu'une succession de batailles. Il fut aussi l'âge des grandes reines et des innovations religieuses. Hatshepsut, une femme d'une audace et d'une vision extraordinaire, prit les rênes du pouvoir en tant que pharaon à part entière, se faisant représenter avec la barbe postiche royale et les attributs masculins de la royauté. Son règne fut une période de paix, de prospérité et de commerce florissant. Elle organisa une expédition légendaire au pays de Punt, ramenant des richesses exotiques et des arbres d'encens. Sa motivation était de prouver qu'une femme pouvait diriger l'Égypte aussi bien, sinon mieux, qu'un homme. Elle était une bâtisseuse, et son temple funéraire de Deir el-Bahari est une merveille d'architecture, dont le toucher frais de la pierre polie et les couleurs vives des fresques devaient éblouir les visiteurs. Mais même son règne fut une lutte constante contre les conventions, et après sa mort, son successeur, Thoutmôsis III lui-même, tenta d'effacer son nom de l'histoire, preuve de la fragilité de toute gloire. Les figures féminines continuèrent de jouer un rôle crucial. Néfertiti, dont le nom signifie « la belle est venue », fut l'épouse du pharaon Akhenaton et une reine d'une influence considérable. Sa beauté est légendaire, mais son pouvoir est souvent sous-estimé. Elle fut une figure clé de la révolution religieuse d'Amarna, une transformation radicale qui aurait, si elle avait perduré, bouleversé la survie de la civilisation égyptienne. Akhenaton était un pharaon visionnaire,
un mystique, mais aussi un révolutionnaire et un idéaliste dogmatique. Sa motivation était un rejet profond de la polythéisme traditionnel et du pouvoir croissant des prêtres d'Amon. Il décida d'imposer le culte d'un dieu unique, Aton, le disque solaire, et déplaça la capitale à Amarna, une ville nouvelle construite dans le désert. Imaginez le bouleversement. Le son des chants des prêtres d'Amon réduit au silence, l'odeur de l'encens traditionnel remplacée par de nouvelles offrandes, la vue de tous les anciens dieux effacés des temples et des tombes. Akhenaton s'est coupé de la réalité politique de son temps, se concentrant sur sa vision religieuse. Ses décisions ont créé un chaos interne, affaibli l'empire et aliéné son peuple. La Ma'at fut de nouveau mise à mal. Pour la population, ce fut une période de confusion, de peur, de doute, où les rituels séculaires qui assuraient l'équilibre du monde furent remis en question. Beaucoup, n'ayant jamais connu qu'une pluralité de dieux, se sentaient abandonnés, leur survie spirituelle menacée. Après la mort d'Akhenaton, son œuvre fut rapidement démantelée. Les anciens dieux furent restaurés, les temples d'Aton détruits, et Amarna, la ville nouvelle, fut abandonnée, recouverte par le sable. Ce fut une leçon amère sur le coup de Libri, l'orgueil démesuré d'un homme qui voulut imposer sa vision à toute une civilisation. Le savoir et les traditions religieuses accumulées pendant des millénaires furent presque perdus, puis restaurés. C'est dans ce contexte de restauration que le jeune Toutankhamon, et plus tard les pharaons de la période ramesside, ont cherché à restaurer l'ordre et la grandeur. Ramsès II, surnommé le Grand, fut l'un des pharaons les plus emblématiques de l'histoire égyptienne. Son règne de 66 ans fut marqué par une propagande grandiose, des batailles épiques et des monuments colossaux qui couvrent encore le paysage égyptien. Sa motivation était de surpasser tous ses prédécesseurs, de laisser une marque indélébile. C'était un roi guerrier, à l'image de Thoutmôsis III, et la bataille de Kadesh contre les Hittites est son fait d'armes le plus célèbre. Une bataille acharnée, où son char fut cerné, mais où il réussit à s'en tirer. Il signa ensuite le premier traité de paix international connu de l'histoire, un document gravé dans la pierre, témoin de sa ruse diplomatique. Ramsès II fut aussi un bâtisseur infatigable. Abou Simbel, les salles hypostyles de Karnak, le Ramesséum, partout, son nom est gravé. Pensez au labeur des milliers d'ouvriers nécessaires à ces projets. La poussière omniprésente, l'odeur de l'huile de lampe dans les souterrains, le bruit des ciseaux sur la pierre, le goût de la sueur salée. La vie quotidienne sous Ramsès II était celle d'un empire prospère, mais où le fardeau des taxes et des corvées pesait lourdement sur la population, en particulier sur les paysans, la masse silencieuse qui assurait la survie économique du royaume. C'est aussi sous Ramsès II, et ses successeurs, que la menace des peuples de la mer se fit pressante, une vague d'envahisseurs venus de la Méditerranée, dévastant les empires du Proche-Orient. L'Égypte réussit à les repousser, mais au prix d'un épuisement progressif de ses ressources et de son armée, marquant le début d'un lent et inéluctable déclin. Le cycle d'ascension et de chute, encore et toujours. Après Ramsès II, la grandeur de l'Égypte commença un lent et inexorable déclin. Le nouvel empire s'éteignit, et la période qui suivit, le troisième période intermédiaire, fut une ère de fragmentation. Le pouvoir pharaonique se divisa, avec des pharaons faibles et des prêtres d'Amon à Thèbes devenant de véritables souverains. Le pays était ouvert aux invasions. Des dynasties étrangères, libyennes, nubiennes, puis assyriennes et perses, se succédèrent sur le trône d'Égypte. La vie quotidienne des Égyptiens sous l'occupation était celle d'un peuple fier, mais soumis. Les impôts étaient lourds, les coutumes étrangères imposées, et l'autonomie, un lointain souvenir. Imaginez le goût amer de l'oppression, le bruit des langues étrangères résonnant dans les rues, la vue des soldats étrangers patrouillant dans vos villes. Vous, si vous aviez survécu jusqu'à cette époque, auriez été un sujet dans un royaume qui n'était plus tout à fait le vôtre. Puis, une nouvelle puissance émergea à l'ouest, la Grèce. Alexandre le Grand, le jeune conquérant macédonien, arriva en Égypte en 332 avant notre ère. Il fut accueilli comme un libérateur, chassant les Perses tant détestés. Alexandre fut couronné pharaon et fonda la ville d'Alexandrie, une métropole portuaire destinée à devenir le nouveau cœur du savoir et du commerce du monde hellénistique. Sa mort prématurée laissa son empire en lambeaux, et l'Égypte échut à l'un de ses généraux, Ptolémée. La dynastie ptolémaïque régna sur l'Égypte pendant près de 3 siècles. C'étaient des rois grecs, régnant sur une terre égyptienne. Une hybridation culturelle complexe, où la langue grecque coexistait avec l'égyptien démotique, où les dieux grecs étaient assimilés aux dieux égyptiens. Alexandrie devint un phare de la civilisation, abritant la légendaire bibliothèque, un trésor du savoir humain, où le toucher délicat des papyrus anciens et l'odeur du savoir encaustique imprégnaient l'air. Elle abritait aussi le phare, l'une des 7 merveilles du monde, dont le scintillement devait guider les navires sur des centaines de kilomètres. Mais même sous cette splendeur,
la tension entre la minorité grecque dominante et la majorité égyptienne était palpable. La surbie, pour les Égyptiens de souche, était souvent synonyme d'assimilation ou de relégation. Le rideau se referma sur l'Égypte ancienne avec la figure tragique de Cléopâtre VII, la dernière reine d'Égypte. Cléopâtre n'était pas l'Égyptienne que l'on imagine. Elle était d'origine macédonienne grecque, mais elle fut la seule Ptolémée à apprendre la langue égyptienne. Sa motivation était farouche: restaurer la grandeur de l'Égypte, défendre son indépendance face à la puissance montante de Rome. Elle était une femme d'une intelligence extraordinaire, une manipulatrice politique astucieuse, capable de charmer les hommes les plus puissants de son temps, Jules César puis Marc-Antoine. Imaginez sa voix persuasive, son regard perçant, son parfum enivrant. Sa vie fut une lutte constante contre la fatalité. Elle utilisa le sexe, la politique, la diplomatie, et même la guerre pour maintenir son royaume à flot. Mais face à la machine de guerre romaine et à la détermination d'Octave, le futur empereur Auguste, son destin était scellé. La défaite de ses forces et de celle de Marc-Antoine à la bataille d'Actium marqua la fin de l'indépendance égyptienne. Le suicide de Cléopâtre, se laissant mordre par un cobra, est un acte de défi ultime, refusant d'être traîné enchaîné dans le triomphe romain. Ce fut la fin d'une ère, la fin de 3000 ans de Pharaon. L'Égypte devint une province romaine, une simple grenier à blé pour l'Empire. Elle n'a jamais retrouvé son indépendance politique avant l'ère moderne. Le goût de cette défaite finale, le sentiment d'une civilisation engloutie, a dû être amer et persistant. La question demeure: Cléopâtre aurait-elle pu, par libre arbitre, changer le destin de son royaume, ou la puissance de Rome était-elle une force inévitable? L'histoire suggère que même les plus grands souverains sont parfois impuissants face aux cycles inexorables de l'histoire. Pourtant, même sous la domination romaine, byzantine, puis arabe, l'héritage égyptien a perduré. Les cultes ont continué, parfois sous des formes modifiées. La langue égyptienne a évolué pour donner le copte. Les traditions ont persisté dans l'ombre. Mais lentement, insidieusement, l'écriture hiéroglyphique fut oubliée, devenant un mystère impénétrable. Le savoir immense contenu dans les textes fut perdu pour l'humanité pendant des siècles, jusqu'à ce que la redécouverte de la pierre de Rosette par les soldats de Napoléon en 1799 permette à Champollion de briser le code en 1822. C'est un rappel puissant de la fragilité du savoir et de la manière dont une civilisation peut disparaître dans les sables de l'oubli si sa voix est perdue. Et nous voilà, au terme de notre voyage à travers les sables du temps. De Narmée à Cléopâtre, nous avons traversé les époques, les règnes, les conflits et les transformations. Nous avons vu le Nil donner la vie et la mort, les pyramides s'élever et les empires s'effondrer. Mais au-delà de l'histoire, il y a la question de la survie, cette promesse de départ. Auriez-vous survécu un seul jour? La réponse, je crois, est devenue plus claire. Chaque aspect de la vie en Égypte ancienne, du climat impitoyable aux maladies endémiques, de la rigueur de la hiérarchie sociale à la brutalité des conflits, de la simplicité de l'alimentation au manque de toute aide médicale, constituait un défi immense. Nos corps modernes, nos esprits formés par un monde de sécurité relative et de confort, n'auraient pas supporté les épreuves quotidiennes. La mort n'était pas une lointaine perspective, elle était une compagne constante. Mais l'Égypte ancienne n'est pas qu'un tombeau de défis. Elle est un écho puissant dans notre monde moderne. Son art, son architecture, ses mythes et sa philosophie continuent de nous fasciner, de nous interroger sur notre propre place dans l'univers. Le concept de Ma'at, d'ordre et d'équilibre, résonne dans notre quête de justice et de durabilité. Les cycles d'ascension et de chute nous rappellent la fragilité de toute civilisation, la nécessité de l'humilité face à la puissance du temps. Le coût humain des grands événements nous enseigne l'importance de l'empathie, même pour ceux qui sont perdus dans les annales de l'histoire. Et la persévérance de ses habitants, la résilience d'une culture qui a défié les millénaires, nous inspire. L'Égypte ancienne est plus qu'un simple chapitre dans le grand livre de l'humanité. C'est un miroir dans lequel nous pouvons voir nos propres peurs, nos propres aspirations, et notre propre lutte pour la survie, non plus physique, mais culturelle, environnementale et spirituelle. Ce n'est pas seulement une histoire de rois et de reines, mais une saga de millions de vies, d'hommes et de femmes, d'enfants, qui ont lutté, aimé, travaillé, et ont péri sous le même soleil brûlant, animés par la même quête de sens. Ils n'ont pas seulement survécu, ils ont construit un monde qui continue de nous parler, de nous défier, de nous émerveiller. Leur survie, à travers l'héritage qu'ils nous ont laissé, est notre survie à nous. Et maintenant, l'histoire se termine. Bonne nuit.